Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, le principe ici, nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Ce numéro justement consacré dans sa première partie à ce qu'on peut appeler un réseau de marchandage, un réseau de vente des matricules pour accéder à la fonction publique. Vous le savez, en temps normal, il faut d'abord avoir passé un concours pour accéder officiellement justement à la fonction publique. Sauf qu'à côté de ce principe, de cette normalité, eh bien, il y a le fait qu'il faut payer de l'argent pour pouvoir être fonctionnaire à la place de ceux qui détiennent des diplômes et qui ont passé des concours, mais malheureusement qui ne bénéficient pas justement de leur matricule. Quels sont les dessous et les embranchements de ce réseau de vente des matricules à la fonction publique? La question est posée. Vous savez qu'hier, nous avons donc annoncé les couleurs de ce déballage avec Ousmane Keita, qui me retrouve encore sur ce plateau. Ousmane, bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci pour l'invitation. À nouveau, nous sommes là pour décrypter l'actualité par rapport à ce qui se passe au niveau de la fonction publique. Voilà, et à côté d'Ousmane, nous avons donc invité quelqu'un qui donc a été victime justement de, on va dire, de cette situation de marchandage des matricules. Il s'agit de Jean-Pierre Koli-Jo Gouipogui. Il est donc président du collectif des 2000. Il est sur ce plateau pour nous parler donc des dessous de cette situation. Monsieur Gouipogui, bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci de la disponibilité notamment. Alors oui, je reste avec vous pour parler de ce système, de cette mafia, parce que c'est ce qu'on peut dire. Dites-moi, quand est-ce que vous avez pris connaissance de ce réseau, de ce système de commercialisation, de marchandage des matricules? Je vous remercie très bien, messieurs. Je remercie la télé Gangan TV. Et bonjour à tout le monde. Comme vous venez de le dire, ce réseau de marchandage, je l'ai découvert lorsque je suis entré en contact avec ces cadres véreux, ces cadres malhonnêtes, je dis bien, ces cadres malhonnêtes. À la fonction publique? De la fonction publique. De l'ensemble? Okay. De la fonction publique, je dis bien. Et je le dis tout en le réitérant que c'est dans une situation de détresse morale aujourd'hui que je suis en face du public guinéen et l'opinion nationale et internationale pour parler de cette affaire. Depuis 2010, je ne faisais que parler de ça. Donc depuis 2010? Depuis 2010. Vous êtes confronté à ça? Oui. Ça veut dire que vous avez passé un concours en 2000, vous avez tenté d'intégrer la fonction publique? En ce moment, il n'y avait pas de concours, c'était sur engagement sur titre. D'accord. Est-ce que vous voyez? Et le dernier concours fut quand Kouyaté était Premier ministre, en 2005. Ce résultat est sorti en 2008. Et ça aussi, ceux-là même qui ont été bénéficiaires n'ont pas vu leur liste, leur nom sur la liste qui a été affichée. Donc, vu ce talent, chacun a eu des arrêtés d'engagement en 2009. En 2009, la prise en charge devrait être effective. Paf, ils n'ont pas voulu faire ça. En 2010, ils ont fait maintenant des engagements clandestins. Chose qui a gangréné la fonction publique. Et surtout au niveau des hauts cadres, à commencer par le ministre, le secrétaire général, le chef de cabinet, les chefs de service et autres du ministère de la fonction publique. Du ministère de la fonction publique. Donc, nous avons eu des arrêtés. Ils sont allés vérifier l'authenticité de nos arrêtés d'engagement au niveau du secrétariat général du gouvernement. C'était clair. L'arrêté était bon, il n'y avait aucun problème. C'est ainsi, il y a même une vidéo où l'ex-ministre de la fonction publique a eu à nous défendre. Qui? Sékou Kourouma. La vidéo est là.
Mais comme aujourd'hui, le temps n'est pas propice pour nous, la prochaine fois, le public va écouter ce qui s'est passé. Bien. Donc, tout ce problème, tout ce réseau de vente de matricules, c'est lui. Je l'ai dit, c'est Kourouma, je dis. Bien. Haut et fort, je le réitère encore. Si toutefois il se sent diffamé, qu'il porte plainte contre moi. Parce que vous en avez les preuves. Absolument. Il n'a qu'à porter plainte. Bref. Alors, oui. Donc, que ce soit votre cas personnel, où vous avez... Ici, je ne défends pas mon Je comprends, cas. hein. Je vais à partir de votre cas personnel et le cas d'autres gens qui ont été confrontés à ça. Les 2000. À ça, les 2000, tous ceux qui sont victimes, Voilà. je vais déclarer. Et est-ce qu'il y a des cas pratiques? Mais bien cas sûr, pratiques. il y a des cas pratiques. Il y a des cas pratiques tels que je prends l'exemple sur Dr Lansana Kamara, qui a été engagé depuis 2017. Voici son arrêté d'engagement. Signé par les ministres. Billy Nankouma Doumbouya. L'arrêté d'engagement au compte du ministère de la Santé. Et Il a passé le concours ou quoi? laissez tomber affaire de concours. Laissez tomber affaire de concours. Voici la liste de 2019. Si vous parlez affaire de concours, vous énervez les gens. Ah bon? Laissez tomber. Voici les arrêtés d'engagement de 2019 maintenant là. Le président ne sait même pas. Des RPGistes qu'on engage n'importe comment. Ils sont plus guinéens que les autres. À autres. ça tout à l'heure. Bien Vous sûr. étiez sur le cas Ne de- parlez pas d'affaires de concours ici, s'il Oui, vous pourquoi, plaît. pourquoi ne pas parler de ça? Je veux savoir. Ça n'existe. Ça ne se fait pas. Si tu fais même le concours, c'est formel. Toi qui fais le concours, c'est lui qui a couché à la maison, c'est celui-là qui va passer. Toi, tu ne feras Non, à pas. ce moment, il n'y a plus de concours. Je vous dis, je ne suis pas là pour parler affaire de concours. S'il vous plaît, laissez-moi continuer. Vous avez Donc, dit bien vas-y, vas-y. qu'on n'a pas assez de temps. Laissez-moi aller au bout de mes idées. On y va, vas-y. Voilà. Donc, Mhm. Lansana Kamara, médecin de son état, il est là. Il y a quelqu'un d'autre qui a été substitué à lui. Voici son bulletin de paie. Parce que vous m'avez dit de parler des cas. Des cas concrets. Voilà. Voici une des preuves. Ça, c'est un. De deux, il y a le dossier de Fanta Traoré. Fanta Traoré. Donc, le cas Lansana Kamara, par exemple, il est dit ici que les fonctionnaires dont les noms suivent sont affectés à la direction préfectorale de la santé de Mali. N'est-ce pas? Conformément au tableau ci-dessous. Oui. Donc, ça veut dire que Lansana Kamara, au lieu d'être affecté à Mali, on a envoyé quelqu'un d'autre à sa place. À sa place, qui répond à la filiation de Lansana Kamara. D'accord. Qui devient Lansana Kamara sur papier. Lansana Kamara se présente, on le rejette, on dit que c'est pas lui. D'accord. Ça, c'est quelle injustice? Ça, c'est un cas. Ça, là, je l'ai dit, si toutefois ce que je dis ne s'avère pas vrai, moi, Jean-Pierre Koligo Epogui, je m'expose à une poursuite judiciaire. Bien. Et si toutefois ça s'avère vrai, je vais poursuivre ces intéressés, à commencer par Mme Titi Kamano, de la fonction publique. Toute cette magouille, c'est elle. Elle est qui à la fonction publique? Elle est la avant, elle était directrice adjointe de la gestion des carrières. Maintenant, elle est directrice adjointe de la fonction publique. Bien. Elle gère tout, elle manigance tout, elle manipule tout. C'est une honte. Un autre cas. Pour l'Église catholique de Guinée, je vous le dis, excusez-moi, c'est une honte pour l'Église catholique de Guinée de mettre Mme Titi Kamano en tête. Voilà. Oui, un autre cas. Un autre cas, voici le cas de Fanta Traoré. Ça aussi, un cas très délicat qui a été volé, son matricule a été volé par un capitaine de police du nom de Ibrahima Khalil Kondé. Ce dernier même a été déposé sous mandat de dépôt à la maison centrale après avoir reconnu. Et voici la lettre que le directeur adjoint de l'IGAP, l'inspection générale de l'administration publique, avait adressée à propos. Autorisation de paiement de salaire, c'est-à-dire au détriment de Fanta. Quand ça a été découvert réellement que Fanta est la titulaire, il n'y avait pas aucune porte sortie pour eux. Ils étaient obligés de reconnaître. Ils disent, au terme de l'examen du dossier de Mme Fanta Traoré, matricule
223H en service au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Je porte à votre connaissance que son salaire a été domicilié dans un compte ouvert dans nos livres par une tierce personne. Après vérification, il révèle que Mme Fanta Traoré, numéro de téléphone 628 35 53 98, carte d'identité numéro 66 12 114 0 19, faite au commissariat de Matoto en date du 17/6 2019, est bel et bien la titulaire de matricule 3923H. Par conséquent, je vous saurai gré des dispositions que vous voudriez bien faire prendre par vos services techniques en vue de lui autoriser le paiement de salaire viré dans votre banque et de faciliter son dévirement aux besoins. Vous en souhaitant bonne réception, veuillez croire, monsieur le directeur général, à l'assurance de ma franche collaboration. Djumé Kamara. Ça, c'est adressé à monsieur le directeur général de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce des SIC. Voici une des preuves. Et ce dossier même a été retrouvé dans les mains de capitaine Ibrahima Khalil Condé de la police. Comment est-ce qu'il a eu le matricule? C'est ce que je vous dis. Il l'a acheté? Il l'a acheté, il traite avec ses cadres véreux de la fonction publique. Et ce n'est même pas ce cas seul qui le concerne. Il en a plusieurs. Il a la police, mais il deal avec ses cadres véreux de la fonction publique. Il va prendre la photo de sa femme, mettre sur la fiche où il y a les filiations, les renseignements de Fanta, et sa femme s'appelle Souadou Silla. Souadou Silla s'est fait passer pour Fanta Traoré par la complicité de Ibrahima Khalil. Devant le juge d'instruction, il parvient à reconnaître et il fut déposé à la maison centrale avec mandat de dépôt. De surcroît, son chef, le commissaire spécial Ousmane Kamara, s'est outrepassé en se faisant passer pour son avocat, en écrivant au juge pour que Ibrahima Khalil soit mis à sa liberté. Bien. Chose que nous avons contestée et nous dénonçons, nous allons continuer à le dénoncer. Si toutefois le commissaire OC se permet de faire ces mêmes pratiques, il nous verra sur son chemin, bien, et il verra tout le collectif devant son commissariat à la gare, parce qu'il soutient le faux. Donc, un collectif de 2000 personnes qui ont été régulièrement recrutées à la fonction publique, mais finalement qui se sont vues dépossédées de leur matricule et vendues à d'autres. Je pense qu'on a un tas de dossiers sur la table, ce sont tous des cas pratiques. Donc vous êtes au nombre de 2000. On ne pourra pas éplucher des dossiers cas par cas, mais je pense qu'avec la caméra, on voit déjà que vous avez un tas de dossiers. Bien et sûr. tous ça sont victimes de ça, ils font partie de votre collectif des 2000. Maintenant, comment est-ce que ça se passe quand les gens sont vraiment intégrés à la fonction publique? Comment est-ce que les autres, le système qu'il y a ici, comment est-ce qu'ils vendent les matricules? À combien on vend les matricules? Et quels sont ceux-là qui sont le plus souvent les clients, ceux qui viennent acheter ces matricules des autres? Ceux qui viennent là-bas, c'est au niveau des gens qui sont intéressés d'intégrer frauduleusement la fonction publique. Mais quand tu viens, il n'y a plus de possibilités. Les arrêtés d'engagement qui sont là, c'est eux qui te diront, bon, il y a des noms ici, nous allons te donner ce nom, tu vas répondre à ce nom. En attendant qu'on trouve une solution pour te donner... un matricule. Non. Le matricule est là déjà. Mais tu vas... tu vas récupérer le nom là, tu deviens... Par exemple, Ousmane Kamara, tu deviens Ousmane Kamara. Même si tu n'es pas Ousmane Kamara, tu deviens Ousmane Kamara. La filiation de Ousmane se trouve déjà dans le fichier. Tu dois répondre à tout ça. Ils te diront de prendre tous les nécessaires afin que tu puisses accéder à ça. Vu cet état de fait, Ousmane, le jour où Ousmane va se présenter, ils vont le menacer de quitter eux-mêmes. Tout se passe dans le bureau de Mme Titi. Le ministre connaît, le chef de cabinet Mohamed Traoré aussi, c'est un dealer. Tous, Et on vend à combien ces matricules? 15 millions par matricule. Par matricule. Et aujourd'hui, ce système devrait être banni, raclé par un juge loyal, un juge franc, un juge incorruptible.
Bien. du nom de Mohamed Diawara, qui avait déjà su prendre ses dispositions judiciaires pour mettre aux arrêts ces malfaiteurs. Mais malheureusement, il y a eu un clan. Parce que déjà, ce clan-là sont tous impliqués dans cette mafia-là. Parce que ça donne beaucoup d'argent. Hein? 15 millions par matricule. Par matricule. Ils ont tout fait pour corrompre le juge Diawara. Si on vend 2000 matricules à raison de 15 millions, ça fait un paquet d'argent. Ça, c'est un petit pas d'abord. Ils le savent. Les séries 28 que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, nous avait donné. Série 28, c'est ça? Série 28, les matricules, je vous dis, série 28, c'est par série, vous ne connaissez pas. Non, oui, bien sûr. Par série 28. Les séries 28 ont été données par le président Alpha Condé au temps de Seydou Fofana, quand il était Premier ministre. Les documents sont là. Ils ont détourné ces séries 28 qui étaient déjà budgétisées en 2015, 2016, 2017. On fait sortir encore une autre série 29 et 30 au nom du collectif. Chose qui ne nous a pas plu, mais malgré tout, ils sont parvenus encore à tripatouiller cette liste. Il y avait même des enquêtes autour de ce dossier. Je vous dis, le juge d'instruction qui était là-bas, malheureusement, on l'a enlevé à cause de ce dossier. Parce que déjà, il était là en train de bien travailler. On l'a affecté ailleurs. On l'a affecté pour ne pas qu'il poursuive, qu'il continue l'œuvre qu'il avait commencée. Et il y a aussi un autre commissaire qui était instruit par commission rogatoire, par le juge d'instruction, qui a été aussi menacé. Et jusqu'à présent, qui suit des menaces un peu partout par certains officiers. Bien. Moi, je voudrais bien que les dossiers là, qu'on les épluche cas par cas, non, une prochaine fois. La prochaine fois. Mais fois. ça, c'est pour donner encore les couleurs. Vous avez parlé tout à l'heure du dossier RPG. Je vous dis, ça c'est un dossier, la fois dernière, ceux de l'hydrocarbure, n'est-ce pas? On avait parlé. Le ministère des hydrocarbures. Voilà. Tel que le dossier là, ça s'est fait le 50-23, n'est-ce pas? Ça s'est fait le 1er août 2019, portant engagement de 116 fonctionnaires. À la fonction publique. Oui, regardez, c'est par échelon. Ça c'est le numéro 50-23, portant engagement de 116 fonctionnaires, signé par Billy Nankouma Doumbouya. Quel concours ceux-là ont fait? On ne les connaît même pas. Ça c'est un. Le 5006, vous avez vu, 5006, portant engagement de 119 fonctionnaires. Le 31 juillet 2019, signé par Billy, encore. Le numéro 5112, portant engagement de 310 fonctionnaires. Alors que le dossier des 2000 sont là, avec eux. Portant engagement de 310 fonctionnaires, n'est-ce pas? Signé le 6 août 2019. Vous avez vu? Tout ça là, signé de Billy Nankouma Doumbouya. Encore, portant engagement de 84 fonctionnaires, le numéro 4351. Le 3 juillet 2019, tout ça là, au mois de 2019, à l'année 2019. Le 4352, portant engagement de 90 fonctionnaires, le 3 juillet 2019. Tout ça là, signé de Billy Nankouma. Encore 90 fonctionnaires. Le 3 juillet 2019. 43-59. Encore portant engagement de 53 fonctionnaires. 2019. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Septembre. Oui. Ainsi de suite. Novembre 2019. Regardez. Ils sont plus guinéens que les autres. C'est dommage pour notre pays. C'est malheureux, c'est honteux pour notre administration guinéenne. Ce sont eux-là qui ternissent l'image de marque du chef de l'État. Parce que tant que ces cadres véreux sont en tête de la fonction publique, le président de la République ne va jamais avoir la paix du cœur. Et puis, ce sont eux les mêmes éléments, ce clan
qui sont à la tête du tripatouage du fichier de l'administration guinéenne. Tout ce que le SLEG est en train de subir, c'est eux. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui ne possède pas 50 matricules. Ils n'ont qu'à me défier. Bien. Donc tout ça, c'est des gens qui ont été recrutés tout récemment. Tout récemment. Alors que vous êtes les 2000 qui n'êtes pas encore rétablis. Il y a même les deux enfants de Sékou Kourouma, c'est-à-dire sa fille et son mari, qui vivent au Canada, qui viennent d'être engagés. Ça ne fait même pas 5 mois. Alors qu'ils ne sont pas là. Ils vivent au Canada. Bien. Oui. Madame et son mari. Et la fille de Billy vient d'être nommée à l'ambassade de Guinée à Ottawa. Celle qui a été engagée ici, là. Oui, non, ça c'est la fille de Billy Nankouma, l'actuel ministre, qui n'a même pas fait encore 2 ans de service. Bien. Et il y a Ahmed Sidibé aussi, qu'on a envoyé à Londres, comme secrétaire, je ne sais pas quoi. Et de surcroît, c'est lui qui devait le remplacer comme DRH. Jusqu'à présent, son père s'oppose à ce que ce dernier prenne fonction. Ça, c'est quelle injustice. On va revenir tout à l'heure. C'est malheureux. J'étais avec toi hier. Pour terminer, on a juste 3 minutes. On a fait focus, en tout cas, sur le ministère de l'Hydraulique, en parlant de recrutement fantaisiste, par exemple. Parce que c'est un nouveau ministère qui a été créé, il fallait donc le meubler. Tu me faisais savoir que des gens ont été recrutés là-bas de façon fantaisiste et sur la base de népotisme. Rapidement, quelle information il y a là-dessus avant que Gouepogui ne conclue cette première partie? Il y a plus de 72 matricules qui ont été donnés à la majorité des membres du parti, surtout la famille du ministre Zakaria Koulibaly, qui sont tous originaires de la Haute-Guinée. On va voir sur la liste des Koulibaly, des Condé, des Traoré, etc. C'est ce qu'on doit dénoncer dans ce régime. Alpha Condé avait dit qu'il a hérité d'un pays et non d'un État. Et Kassori, dans son discours devant les députés, disait qu'il va lutter contre la corruption et la gabegie financière, tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, on voit que ce pays est très mal géré. Il faut qu'on puisse au moins s'engager dans ce cadre. Il n'a pas parlé de son cas. Lui, il a été remplacé par un certain homme qui est actuellement là, en prison, qui a été rattrapé par les gars des colonel Kebro. D'accord. Voilà, j'en viens. Mais mon nom, effectivement, j'en viens. Moi, Jean-Pierre Koli Gouepogui, mon nom a été vendu. Votre matricule. Mon matricule à Alcén Sako, le fameux Alcén Sako qui a été pris, qui violait les femmes par les services spéciaux du colonel Kegboro. Et ceux-là qui ont fait ce acte sont à la fonction publique. Si, à défaut, ils ne me croient pas, je leur lance ce défi. Ils n'ont qu'à les porter. Il y a de ces choses, mais moi je veux, non pas devant la caméra, je veux un débat contradictoire face à face avec ces malhonnêtes-là devant le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Bien. Parce que c'est lui le premier magistrat de la République. Bien. Ce qui m'inquiète dans cette situation, Alpha Condé est informé de cette situation. Mais il prend quelqu'un qui a été ministre de la fonction publique, il le met secrétaire général du gouvernement. La tête du gouvernement, le cerveau du gouvernement, c'est Kourouma. Aujourd'hui, qui a engagé sa fille et son mari qui vivent au Canada. Y compris sa femme qui est Mariam Keita, qui ne sait même pas lire et écrire. Qui ne sait même pas lire et écrire. Qui est fonctionnaire d'État. Où va ce pays? Où va ce pays? On a les preuves de tout. Absolument. Bien. Tout ce qu'on dit, c'est cohérent et c'est logique. On a toutes les preuves. Ils n'ont qu'à aller porter plainte. Bien. Je leur lance ce défi. C'est que Kourouma va porter plainte. Bien. Tu vas le regretter. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de dossiers, on va les éplucher. Voilà donc, nous sommes un peu pris par le temps puisque la deuxième partie de cette émission, je dois recevoir Dr Dansa Kourouma pour parler d'actualité, mais tenez-vous bien, je vais continuer à donner la parole à M. Gouepogui, bien sûr, sur ce dossier de vente des matricules à la fonction publique. Il reviendra demain ou après-demain pour qu'on rentre en détail dans les dossiers qui sont là sur la table. Gouepogui, merci de la disponibilité. À demain ou après-demain. Merci, partagé avec plaisir. À très bientôt. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien. Keita, à demain. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Keita. A tout de suite dans la deuxième partie pour continuer Café Débat après la pause. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, je l'ai dit, qui reçoit dans cette deuxième partie effectivement Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile de Guinée. Il est sur ce plateau déjà. Docteur, bienvenue dans cette émission Café Débat.
Merci. Un habitué notamment de cette émission. Évidemment, avec lui, on va parler d'une brochette de sujets. D'abord, vous le savez, il était au Népal où il a représenté la Guinée au Rassemblement mondial sur la nutrition. Quelle a été sa partition et quel était un peu le principal menu de cette rencontre au Népal. Il nous en parle tout à l'heure. Les préparatifs du congrès du CNOX, il faut qu'on en parle bien sûr comment ça se passe et c'est pour quand. Et la libération des membres du FNDC, quelle est la réaction de notre invité là-dessus, puisque le CNOX est allé rencontrer les membres du FNDC une fois qu'ils ont été libérés. Le recensement des électeurs émaillés d'anomalies et de non-paiement des agents, quelle est la position du CNOX sur ce sujet et bien d'autres sujets annexes. Pour commencer, donc, vous étiez au Népal, je l'ai dit, il y a quelques jours, ça portait évidemment sur la nutrition. Mais quelle a été la partition de la Guinée? Est-ce que vous étiez allé représenter le CNOX, la Guinée dans l'ensemble, à cette rencontre-là? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? D'abord, la Guinée était représentée par le conseiller chargé de la santé du Premier ministre. D'accord. Un député de l'Assemblée nationale, le vice-président de la commission santé de l'Assemblée, et la directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition, et le chef de division nutrition et alimentation, et moi-même, qui était le représentant de la société civile. Bien. Alors, la nutrition paraît un sujet banal pour le commun des Guinéens, d'ailleurs pour la communauté mondiale, mais je crois que les gens commencent à prendre la mesure de la situation. Parce qu'en Guinée, un enfant sur 3 vit dans la malnutrition chronique. Et vous savez, la conséquence la plus tangible de la malnutrition sur l'évolution d'un enfant, en dehors du retard de croissance physique, c'est le retard de croissance mentale. Alors, les enfants frappés par la malnutrition, à l'âge adulte, d'abord, ils auront des difficultés d'étudier, intellectuelles, et à l'âge adulte, ils auront des difficultés de productivité intellectuelle. Ça veut dire quoi? Et quand on n'aide pas à nourrir convenablement la population d'un pays, c'est pour préparer ce pays à la régression intellectuelle à long terme. Donc c'est pourquoi quelques activistes à travers le monde, dont des grands opérateurs économiques, mais également des hommes politiques, ont décidé d'engager avec les Nations Unies un mouvement qu'on appelle le SON. Le SON, ça veut dire Scale Up of Nutrition, c'est-à-dire tirer vers le haut la nutrition. Alors, il y avait les représentants des secteurs privés, c'est-à-dire il ne s'agit pas de nourrir le monde, il s'agit de nourrir avec une alimentation saine, une alimentation riche, équilibrée, pour permettre de relever le défi de la croissance physique, mais aussi de la croissance intellectuelle. Et pour terminer donc, le cerveau consomme plus de 60% des besoins nutritionnels de l'organisme. Alors vous imaginez, quand un enfant ou une personne, surtout les femmes enceintes, ne mangent pas à leur faim, ça veut dire qu'il y a un retard de croissance du bébé, la personne est vulnérable à la maladie, mais plus grave encore, il y a une récession intellectuelle. Et alors, si la Guinée ne peut pas produire des cadres capables de réfléchir et de proposer des plans de développement pour le pays, notre pays est condamné à être tiré par les grandes puissances. Pour terminer là-dessus, le tableau de la Guinée à cette rencontre, parce que c'est une rencontre mondiale, vous avez dit qu'il y a eu combien de personnes? Il y a eu plus de 1500 personnes. Voilà, 1500 personnes à ce rassemblement mondial sur la nutrition. J'imagine que chaque pays présente son tableau. Est-ce que celui de la Guinée était si catastrophique? La Guinée fait partie des pays de la sous-région les plus frappés par la malnutrition. Par la malnutrition. Oui. Et ce qui est paradoxal, quand vous prenez la carte de la Guinée, c'est les régions de grande productivité agricole qui sont frappées par la malnutrition. C'est-à-dire, ça veut dire la région forestière et une partie de la Haute-Guinée et même certaines parties de Conakry. Ça veut dire quoi? La malnutrition, non seulement, c'est pas lié à la productivité agricole, non, c'est la transformation qualitative des aliments, c'est-à-dire des produits agricoles en aliments, et aussi des habitudes alimentaires en termes d'équilibre. Il s'agit pas de qualité. Qualité et équilibre. Il ne s'agit pas de manger le riz ou le fonio ou la viande en excès, mais l'alimentation doit être équilibrée en fonction de l'âge,
en fonction des activités professionnelles de la personne. Donc, manger beaucoup de fruits, et manger au fur de l'âge, réduire les protéines animales au profit des protéines végétales, et manger beaucoup de légumes, et boire beaucoup d'eau. Et vous savez, la plupart des Guinéens ont du mal à avoir de l'eau potable. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans une situation nutritionnelle de très bas niveau, ce qui explique même la contre-performance de la Guinée en termes d'indice de développement humain. Alors, c'est très grave. En plus de l'éducation, l'un des passages importants de ma présentation au Népal, ça portait sur le lien entre l'éducation et la nutrition. Vous imaginez un enfant qui ne prend pas de petit déjeuner, vous lui dites d'aller à l'école pour étudier toute la journée et revenir à 14 heures pour prendre son repas. Parfois, il revient à 14 heures, il n'a pas de manger à la maison. Cet enfant peut étudier et terminer les études. C'est pas évident. Alors donc, le massacre intellectuel qu'on parle, ce n'est pas le résultat du bac. C'est du fait que la population guinéenne ne parvient pas à se nourrir à sa faim. Et pourtant, Dieu nous a donné l'eau, Dieu nous a donné des terres fertiles et Dieu nous a donné beaucoup de richesses naturelles. C'est ça la grande catastrophe. Voilà donc en clair ce qu'on pouvait retenir de cette présence de la Guinée à la rencontre du Népal, où il y avait quand même des milliers de personnes représentant plusieurs pays de par le monde, et la partition personnelle de notre invité. On aura le temps de revenir plus en détail sur ce sujet important. Alors, préparatif du congrès du CNOX, on en parlait la dernière fois que je vous ai reçu ici, on en reparle. Vous êtes à quel niveau? C'est pour quand ce congrès? Les congrès régionaux sont terminés. À 90%, ça nous reste une région qui le fera bientôt, et les conseils régionaux sont déjà, les nouveaux conseils régionaux sont déjà installés en fonction. Alors, dès que l'étape qui reste, ça reste une seule région, d'ailleurs qui a avancé presque à 99%, nous allons engager l'étape du congrès national. Donc, ça ne sera pas du tout pour longtemps maintenant. Mais il n'y a pas de date non plus. Non, la date dépendra de la fin de l'étape régionale. Parce que la région qui reste est une région très importante. Mais qu'à cela ne tienne, le nouvel an 2020 connaîtra la rentrée en fonction du nouveau Conseil national. Ça, je vous garantis. Bien. Alors, à présent, on va parler de la libération des membres du FNDC en la faveur de la récente audience qu'il y a eu. Donc, tous ceux-là qui avaient été arrêtés à la veille du 14, des manifestations du 14, ont été libérés. Quelle est votre réaction, justement, par rapport à cela? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des démarches? Et s'il y en a eu, est-ce que vous aviez été mêlé à tout ça, qui aurait pu donc concourir à la libération de ces membres du FNDC? Alors, d'abord, je me réjouis personnellement du fait que ces collègues ont retrouvé leur liberté. J'ai toujours dit qu'ils ont été injustement incarcérés, parce que c'est très clair. La liberté conditionnelle pouvait être, on pouvait leur donner la liberté conditionnelle dès le premier procès. Alors, nous avons fait beaucoup de démarches et d'interpellations des autorités pour les faire comprendre. Ce n'est pas en interpellant dans une organisation composée de partis politiques et de sociétés civiles, seulement les représentants de la société civile. Ça devient difficile à supporter. Alors, pour ma part, nous avons mené des démarches, peut-être pas avec d'autres qui l'ont fait, mais le CNOX, nous avons rencontré des personnalités dans la sous-région pour les demander d'intervenir du côté de la Guinée. Personnellement, j'ai rencontré Alioutine de la RADO du Sénégal, et nous avons mené des lobbying pour que le processus de libération puisse s'accélérer. Mais au-delà de ça, nous avons fait du plaidoyer. Et la date du dépôt de notre lettre de plaidoyer et l'accusé de réception datait du 20 novembre. D'accord. Ils ont été libérés une semaine plus tard. D'accord. Je ne dirais pas que c'est notre effort qui l'a fait, mais nous étions solidaires de leur libération, et nous avons adressé des courriers au président de la République, au Premier ministre et au ministre de la Justice pour demander à ce que ces activistes de la société civile puissent retrouver leur liberté au nom de la paix et au nom du dialogue. Cela est fait, et vous êtes même allé les rencontrer, je crois, hier ou avant-hier. Je devais y aller hier, mais la rencontre n'a pas eu lieu. Finalement. Mais j'ai appelé plusieurs personnes parmi eux au téléphone.
parce que ça a coïncidé à la plénière des FNDC. Et je ne voulais pas que la visite du CNOX coïncide à la plénière du FNDC. D'accord. L'image que ça projetterait, ça pouvait changer le caractère social, humanitaire de notre action. C'est pourquoi j'avais des problèmes de famille et nous avons reporté ça à une date ultérieure avant la fin de la semaine. Bien. Mais tout de même, est-ce que vous voyez ça comme un signe d'apaisement dans cette crise que nous connaissons et derrière le FNDC, donc qui continue à manifester, qui brandit la menace? Est-ce que ça pourrait aller dans ce sens-là? Non, le problème n'est pas du fait de manifester ou de menacer de manifester. Non, il faut que le discours soit un discours responsable, un discours mesuré, un discours qui ne défie pas l'État. Un discours d'exercice ou d'expression des droits fondamentaux. Pour moi, dans une démocratie, le respect des libertés individuelles et collectives, et surtout le droit de manifestation, est au-dessus de la constitution guinéenne, parce que ça a été martelé dans la déclaration universelle des droits de l'homme, et qui est visé dans notre constitution, dans sa partie préambule. Ça veut dire quoi? C'est un engagement que la Guinée a souscrit et ratifié. Et nous avons l'obligation de créer toutes les conditions légales, politiques, administratives et sécuritaires pour que les libertés individuelles et collectives s'exercent. L'État guinéen ne peut rien contre ça. Ce que l'État peut faire, c'est de créer des conditions pour encadrer, structurer, pour que les manifestations, pour que la liberté des uns n'entrave pas sur celle des autres. Cet état d'équilibre est important. Mais je termine en disant, l'exercice du droit de manifester requiert aussi de la part de ceux qui exercent ce droit et cette liberté de la responsabilité. La responsabilité à manifester de manière pacifique sans s'attaquer à ceux qui ne manifestent pas. Mais le dernier élément pour moi de mon analyse, du fait que les libertés ont été accordées par la justice, par voie judiciaire, c'est que c'est un mérite qu'on reconnaît à la défense. La défense qui s'est battue, les avocats qui se sont battus avec responsabilité, avec patience et perspicacité pour que la justice guinéenne puisse comprendre que la détention, plus perdure la détention de ces personnes, plus ça contribue à un état de crispation sociale, même à un déni de justice. Donc, une fois encore, du fait que la décision est judiciaire, je salue, parce qu'on ne peut pas construire une nation en fragilisant la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie. Et par conséquent, il n'y a pas d'État et il n'y aura pas de liberté. Donc faisons de telle sorte que les lois soient respectées. Mais je ne peux pas dire ça sans interpeller la justice sur une autre responsabilité qui l'incombe. C'est la lumière sur les tueries. Les cas de mort. Tant que durera le suspense, tant que durera le mutisme sur les Guinéens qui sont morts dans l'exercice de leurs droits, l'État perd de plus en plus sa crédibilité. Parce que c'est l'État qui est le premier garant des libertés, c'est l'État qui est le premier garant des droits humains. Et le premier droit, c'est le droit à la vie. Et le droit à la vie est menacé en Guinée. Des Guinéens, à la fleur de l'âge, sont tués. Et on ne sait pas qui les tue. Quels sont les commanditaires? Quels sont les complices? Il n'y a pas eu de procès pour nous dire, pour présenter devant la justice. Mais je dénonce du fait que des hommes politiques de la part du gouvernement ou de l'opposition font obstruction au travail de la justice en brandissant des rapports d'autopsie qui ne sont pas brandis par la justice, en menaçant ou en indiquant, en accusant ceux qui sont à la base des tueries sans que la justice ne situe leur culpabilité. Ça, c'est une fuite en avant, ça doit cesser pour que la Guinée se réconcilie avec elle-même. Nous devons faire confiance à la justice et la justice doit avoir le courage de faire son travail. Et on va parler finalement d'un autre registre, le recensement des électeurs émaillé d'anomalies, de non-paiement des agents ci et là. Vous avez sans doute suivi le processus. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous dites déjà, en parlant du délai, en temps normal c'est 3 mois, la CENI n'a que 25 jours et finalement on a ces problèmes-là de machines qui ne s'allument pas, de machines qui chauffent, des agents qui veulent arrêter le travail parce qu'ils ne sont pas payés et au cœur de tout ça c'est la CENI que les uns et les autres sont en train d'indexer aujourd'hui. Vous, quel est votre regard? Parce que en tant que connaisseur du processus électoral. Je vais commencer par ce que j'apprécie. J'apprécie du fait que malgré la tension,
que les acteurs politiques de tous bords comprennent les enjeux du recensement. Tout le monde est en train de mobiliser ses militants pour aller se faire recenser. Ça, j'apprécie ça. Bien. Parce qu'on ne peut pas aller à des élections et gagner des élections s'il n'y a pas eu de recensement. Ouais. Alors, ça, je salue ce sens. C'est ça que j'appelle la responsabilité politique. Deuxième chose, ce qui ne marche pas. Tout ce qui ne marche pas est pour le moment de la responsabilité de la CENI, mais aussi des KRL. Pourquoi? Pour que les mineurs soient recensés. Je commence par ce qui est symptomatique, ce qui jette l'opprobre sur le travail de la CENI. C'est quand on dit qu'il y a des mineurs qui sont recensés. Ce qui dénonce ça, est-ce qu'ils connaissent l'âge de ces mineurs? Est-ce qu'il y a eu des photos d'extraits de naissance ou d'actes d'état civil qui prouvent que ces enfants n'ont pas la majorité pour se faire recenser? Au-delà de cela, c'est les membres des CARL qui sont composés de représentants de partis politiques, d'opposition, de mouvances, de citoyens de la localité et avec l'appui des chefs locaux. Je vais parler des autorités locales, de quartier, de district. Si des enfants sont recensés, c'est que c'est la responsabilité de ceux-ci. C'est-à-dire la commission administrative d'établissement de liste électorale. C'est deux, il s'agit d'eux. Alors, parce qu'ils sont établis, ils sont comme des juges. Bien. Ils ne peuvent pas donner le quitus à un citoyen de se faire enrôler sans être situé. Sans avoir un document qui atteste. Mais aussi avoir la foi que la personne a la majorité. L'essentiel pour la CENI, c'est d'établir des documents, des machines, des dispositions techniques, respecter les dispositions techniques et légales. Le reste là, il faut que chaque Guinéen joue son rôle. Y compris les représentants des partis politiques. Exactement. Dans les CARL. Dans les CARL. Parce que il faut que les cas de mineurs recensés soient documentés. Si les membres de CARL sont en déséquilibre par rapport à la prise de décision, qu'un procès verbal soit adressé à la CENI et à la justice. Le tribunal local peut statuer, peut enlever le droit à une citoyenne guinéenne de se faire recenser. Bien. Mais il faut savoir documenter et saisir la juridiction compétente. Et en parlant du cas des agents là qui ne sont pas payés, est-ce que là aussi, ce n'est pas la faute du gouvernement qui apparemment a du mal à mettre les moyens à la disposition de la CENI? Le gouvernement a sa responsabilité parce qu'il y a une violation du code électoral et une violation de la loi sur la CENI par rapport à la mise à disposition de l'intégralité du budget électoral. On ne peut pas avoir une commission indépendante seulement sur papier et dans les faits. Et l'élément essentiel de l'indépendance, il y a deux piliers pour l'indépendance. Troisième pilier, ça dépend de la personne elle-même. Le premier pilier, c'est l'indépendance légale. Il faut que les textes de loi vous confèrent votre autonomie et votre indépendance dans l'exercice de votre fonction. Deuxième pilier de l'indépendance, c'est l'indépendance financière. C'est du fait de disposer la totalité du budget et la liberté de gérer conformément aux bonnes pratiques de gestion votre budget électoral. Et le troisième pilier de l'indépendance, c'est l'intégrité de la personne, à comprendre qu'il est légalement indépendant, qu'il est financièrement indépendant et qu'il doit être moralement indépendant. De toute entité, de toute pression. Donc si l'État ne met pas à la disposition de la CENI la totalité du budget électoral, c'est qu'en cas de dysfonctionnement, la responsabilité doit être assumée par le gouvernement qui est responsable de la mise à disposition du budget électoral. Voilà. Et c'est le cas aujourd'hui, la CENI n'a pas la totalité de son budget. Et puis la non-installation des chefs de quartier et de district pendant qu'on est en train d'aller vers les législatives. À qui la faute? D'abord, il faut reconnaître que la faute est partagée entre l'État guinéen, donc le gouvernement, notamment le ministre en charge de l'administration des territoires et de la décentralisation, et les acteurs politiques qui ont convenu d'un code électoral accouché par césarienne, incohérent, insuffisant et faible, qui ne répond pas aux attentes en termes de qualification du processus électoral, mais un code électoral qui garantissait leur influence, leur diktat sur les autres, sur l'opinion et sur les citoyens. Donc ça veut dire quoi? On ne peut pas installer les chefs de quartier dans les conditions actuelles du code électoral. Pourquoi? Parce que la légitimité de ces chefs de quartier et le danger que ça représenterait par rapport à la stabilité en termes d'indépendance, en termes de neutralité de ces chefs de quartier est menacé par ce code électoral. Pourquoi? Parce qu'ils sont issus... L'émanation des partis politiques. Ils ne sont pas l'émanation des citoyens, mais l'émanation des partis politiques. Donc je demande une fois encore qu'on revienne à terre, sur terre. On ne peut pas du tout
forcer le coup de la loi pour les intérêts politiciens. Donc, une fois encore, il faut, mon point de vue là-dessus, il faut les installer parce que le vin est tiré, il faut le boire. Et deuxièmement, il faut réviser le code électoral pour extirper dans le code tous ces accords de compromission pour avoir un code électoral où la légitimité doit être donnée au conseil communal de nommer les chefs de quartier parmi les personnalités du quartier connus pour leur indépendance, pour leur légalité. Parce que les quartiers sont des sections de collectivités. Par conséquent, ils relèvent de la commune. Pourquoi créer 2 poids 2 mesures? Donc, les maires sont compétents, le conseil communal est compétent pour nommer les responsables des quartiers parmi les personnalités du quartier et sur la base d'un certain nombre de critères, comme les critères de moralité, les critères de résidence, les critères de bonne moralité, je l'ai dit, mais aussi les critères de représentativité. Parce qu'il doit y avoir dans le conseil de quartier des femmes, des jeunes, des personnes âgées, des religieux, de toutes catégories confondues. Et le conseil de quartier doit être apolitique. Notamment. Et pour terminer, en 30 secondes, les députés retournent à l'Assemblée, après tout. Vous pensez que c'est normal ou pas normal? Ou est-ce qu'ils ne devaient pas y retourner? D'abord, c'était un non-événement pour moi. Quand ils ont bourré l'Assemblée, c'est l'expression éloquente de l'irresponsabilité, du fait que les députés ne connaissent pas leur mission, ils ne connaissent pas la nature de leur mandat. Ils n'ont pas de mandat impératif. Ils ont un mandat représentatif, pas d'un parti politique, mais du peuple. Donc ils ont trahi le peuple. Ceux qui ont quitté? Ceux qui ont quitté, ils ont trahi le peuple. Et leur retour, c'est un non-événement. Je crois que l'enjeu fondamental, c'est des enjeux pécuniaires. Ce qui est la grande honte dans notre démocratie, c'est que du fait que les députés ne défendent pas le peuple, mais ils défendent leurs états-majors politiques. C'est ça la grande honte. Bien. Et c'est sur ce qu'on va terminer cette émission, mesdames et messieurs. Merci, docteur, d'être passé. À très bientôt. C'est à moi de vous parler encore de processus électoral, puisque nous sommes en plein là-dedans. Nous en parlerons bien sûr à d'autres occasions. À vous, merci de votre attention. Et puis à demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.